Pourquoi la gauche? Pourquoi le peuple de gauche? Pourquoi l'intérêt de la gauche? J'entends souvent des personnes qui disent à l'heure actuelle droite et gauche, ça n'a plus beaucoup de sens. Ben, en fait, je pense que ça, c'est juste le résultat de ce qu'a produit la classe, les classes privilégiées, de ce qu'ont produit les classes privilégiées depuis des décennies, voire des siècles. Depuis qu'en fait, cette lutte des classes qui découle de l'abolition de la monarchie, et qui s'était déjà manifestée bien sûr avant avec l'ascension des classes commerçantes et des classes bourgeoises, qui voulaient plus de pouvoir et qui ont été aussi à l'origine de la Révolution française. Donc on a depuis ces classes privilégiées qui sont des classes dominantes et qui sont des classes qui ont une très forte emprise sur l'esprit des gens, sur le monde de la réflexion, sur les sciences, sur tous les domaines de l'action citoyenne et politique. Et donc ça, c'est un fait qui est très important pour comprendre pourquoi la gauche et pourquoi la droite. Moi, personnellement, la gauche ou la droite, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est de faire les choses les plus rationnelles et les plus logiques. L'intérêt du peuple, l'intérêt des écosystèmes, et pouvoir bien sûr assurer la renouvelabilité des sociétés humaines. C'est-à-dire que là, pour l'instant, avec l'hyper-surconsommation, elles sont assurées de chuter et de s'écrouler. Et nous sommes en plein effondrement. Alors, est-ce que en plein effondrement, la gauche et la droite ont encore tout intérêt? Oui, parce que la lecture en fait du problème gauche et droite est aussi une lecture d'une manière de concevoir le rapport des sociétés humaines avec autre chose, avec ce qui l'entoure, avec l'environnement, avec les écosystèmes, avec les animaux. Et c'est un rapport qui est un rapport d'exploitation, c'est pas un rapport qui est respectueux. Et ça, ces lectures-là, la gauche nous les ont apportées. Alors il y a eu les premiers, les premiers philosophes, les premiers écrivains, les premiers sociologues, on va dire, qui sont issus de la gauche, les premiers économistes. Et Karl Marx en est un, bien sûr, mais on en a plein d'autres. Il y a eu Charles Fourier, et puis évidemment Engels qui a coécrit avec Karl Marx le manifeste du Parti communiste. Alors c'était en plus encore, c'était déjà dans la première partie du 19e siècle, en pleine révolution industrielle pour la France, balbutiement de révolution industrielle pour le reste de l'Europe, sauf l'Angleterre bien sûr qui était dans ses débuts. Et donc, pendant toute cette période, on peut assister, alors, la formation de la pensée, bien sûr, il y a une formation de la pensée en réaction, et c'est ça que représentaient Marx, Fourier, Engels, et bien d'autres hein, qui ont suivi, et dans différents domaines, la sociologie, la géographie, l'histoire, on a tout un tas de... l'historien Fernand Braudel, d'ailleurs, qui est très connu sur cette question. Et puis bah, les néo-marxistes que sont Emmanuel Wallerstein, Daniel Cohen, et toute la pensée écologiste qui a commencé à être formulée à partir des années 20 et des années 30 est une pensée qui ensuite a été abondée dans les années 60, est une pensée qui est issue de la gauche. Donc pourquoi la gauche? Encore une fois, c'est parce que c'est dans la gauche que se trouve l'analyse des rapports sociaux, déjà au travers de la lutte des classes, mais aussi l'analyse des modes de prélèvement, à la fois dans les modes de prélèvement du travail et les modes de prélèvement sur l'environnement. Et donc la gauche représente à la fois les luttes, à la fois donc cette contre, on va dire cette contre-culture, cette société cette partie de la société qui veut analyser, qui veut aussi contredire la domination des classes riches et des classes qui ont développé toutes sortes de stratégies pour maintenir un pouvoir sur le peuple, maintenir certains mécanismes d'exploitation ouvriers et de maintenir des pratiques
envers les ouvriers, des ouvriers qui doivent rester à disposition du capital, des ouvriers qui se sont aussi, qui ont aussi muté, qui se sont transformés aussi en consommateurs et qui devaient être non seulement les mains du travail, mais aussi les mains qui vont consommer et qui vont faire tourner une espèce de machine d'accumulation du capital pour les plus grands riches. Et donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que la gauche est importante? Parce que bah, d'une part, on a fait tout pour qu'elle n'existe pas. On a fait tout pour que le discours de la gauche ne puisse pas être reconnu, ne puisse pas être crédible. Quand le régime communiste ou quand les régimes communistes se sont effondrés, c'était le capitalisme triomphant. On a dit et on a tout dit sur la gauche, si bien que enfin, sur les communistes, sur l'URSS, etc., avec des choses qui étaient certainement très véridiques, des choses qui ont été bien sûr exagérées, parce que c'est une question de propagande de système. Et à ce moment-là, la gauche a perdu toute son essence, tout son discours. C'est une gauche qui s'est totalement alignée avec le libéralisme et qui a arrêté de contester tout ça. Donc, ce qui ne veut pas dire, par contre, bien évidemment, que l'essence de la gauche a disparu. Elle n'a pas disparu, elle est restée, elle s'est endormie par certains côtés, elle est restée toujours dans la rue aussi par les manifestations qui ont continué de perdurer. Elle a continué à vivre dans les syndicats, elle a continué à vivre dans certains partis politiques. Donc, oui, évidemment, la gauche est une notion essentielle à la compréhension de la société. C'est une notion qui demande à être enrichie par de nouveaux concepts, qui demande à être enrichie par toute cette énergie citoyenne, par toutes ces pensées aussi qui sont formées par des penseurs qui gravitent dans les mouvements citoyens. Euh, et donc que moi je pratique et que je connais, puisque bon, j'ai participé aux Incroyables Comestibles, on a fondé le groupe de permaculture Incroyable Prairie sur Alès, j'ai participé à la dynamique des monnaies locales, puisque j'ai été le créateur du projet de l'activité de la monnaie locale LAIG sur les Cévennes. Donc tous ces mouvements-là, qui sont des mouvements pas forcément qui se revendiqueraient de gauche, mais qui sont en fait dans toute l'idée de la gauche, c'est-à-dire de redonner aux citoyens le pouvoir. Alors, ce qui peut-être différencie justement certaines gauches, ce sont des gauches qui vont être des gauches plus toujours parler du monde ouvrier, des gauches qui vont parler d'autres problématiques, justement celle du monde paysan. Et donc, on a la Confédération paysanne et José Bové. On a les gauches qui vont s'occuper plus de la condition féminine, de la condition raciale, des minorités. Donc en fait, la gauche représente tout un tas de luttes. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on entendrait ouais, mais la gauche et la droite, c'est pas très important? Eh bien, parce que c'est tout l'intérêt du capital, c'est tout l'intérêt de la droite et de la droite qui représente grosso modo, hein, c'est le pouvoir des riches, c'est aussi toute la frange conservatrice, des gens qui sont convaincus par le discours des riches et qui sont même pas riches eux-mêmes, mais qui en fait se tirent une balle dans le pied. Donc c'est des gens qui misent simplement sur des discours très stéréotypés, mais qui quelque part convainquent une grande majorité de la population sur des discours qui sont très stéréotypés. Grosso modo, il y a des gens qui foutent rien et nous on bosse. Bah, ça a été démonté je ne sais combien de fois. Le nombre de riches qui foutent rien et qui profitent d'être des rentiers, tout simplement, ou qui n'ont pas grand-chose à faire, qui contribuent pas en fait au bien commun, qui contribuent pas à créer de la vraie richesse. La vraie richesse, c'est avoir des moyens de production pour pouvoir assurer le renouvellement des populations, la survie des populations, de quoi nourrir, de quoi nourrir les populations, de quoi les faire se chauffer, de quoi et ce sont tous ces et de quoi les vêtir, leur donner de l'éducation, leur donner de la compréhension de tout ce qui nous entoure. Et tout ça, ce sont de vrais enjeux. Et ceux qui détiennent ces capacités-là de production sont des gens qui sont vraiment utiles à la société. Les autres ne sont pas utiles à la société. Et donc cette notion d'utilité,
elle est à revoir, elle est à redéfinir. Et donc, effectivement, voilà, sur le capital, des gens se laissent convaincre contre leurs propres intérêts par ces discours-là qui sont simplistes. Et on a effectivement, voilà, il y en a qui foutent rien, moi je fous. Il y en a, alors il y a les immigrés, l'islam. Bon, bah après, voilà, tout ce qu'on peut critiquer et tout ce qui peut être perçu comme intéressant par une certaine frange, une grande partie de la population en réalité, qui aime, on dirait que ça les fait triper ce genre de discours. Ça leur donne une petite, ça aura une petite fierté, des petites glorioles comme ça. Ils se sentent importants, ils se sentent être quelque chose. Mais tout ça, en fait, encore, ils comprennent pas qu'ils sont des pions, en fait, dans un système de représentation, un système où tu appuies sur un bouton pour donner de la valeur. Mais c'est pas de la vraie valeur. Il n'y a pas de vraie valeur dans tout ça. Et c'est pour ça que, bon, à côté de ça, on a tout un mouvement de gens qui ont essayé de redonner de la vraie valeur à plein de choses. Bon, bien sûr, valeur du travail, mais autrement, une valeur du produire, mais du produire utile, la valeur du cœur, la valeur de l'amour, la valeur des relations humaines, la valeur du bien vivre ensemble, mais voilà, d'un vrai vivre ensemble, pas d'un vivre ensemble complètement guindé. Et malheureusement, dans une grande partie de la population, c'est ça, c'est du vivre ensemble, enfin, façon de parler, quoi. C'est très guindé, et puis c'est un peu sournois, c'est assez méchant dans les relations familiales, dans les relations personnelles entre les gens, et personnellement les gens de droite. Et donc, il y aurait vraiment là, il y aurait vraiment comment dire, une opportunité pour l'ensemble de la société, si elle découvrait ces valeurs, d'une grande libération de soi, d'une grande libération de son entourage, d'une grande libération de beaucoup de choses. Et toute cette libération profiterait beaucoup à la nature d'ailleurs, hein. L'allégerait d'un poids incroyable parce que en fait tous ces mécanismes un peu robotiques dans lesquels les gens sont entrés, les gens de cette société sont entrés, sont des mécanismes qui alourdissent la société parce que bah, voilà, chacun a un peu sa fonction là-dedans, fonction où on fait un petit peu des choses mais où on comprend pas trop ce qu'on fait et puis on légitime des choses qui sont pas très légitimes en fin de compte. On légitime un mode de vie, on légitime plein de choses, et tout ça, c'est pas très réfléchi, en fin de compte, hein. Chacun joue sa place, et chacun joue son rôle un peu dans ce système, dans cette société, et il n'y a pas de recul dans ce qu'on fait. Donc c'est un peu une fuite en avant, c'est... c'est des mécanismes de mépris, des mécanismes de haine, des mécanismes bah, pas très sympas même entre gens qui se connaissent, entre gens dans la famille, entre voisinage, entre etc. Et puis les gens se plaignent à tort et à travers dans tous les sens, mais il n'y a pas il y a pas de cohérence en fait dans tout ça. Et tout ça, ça profite. Et ça profite à ceux qui, bon, est-ce qu'ils ont plus de cohérence, eux, peut-être, eux-mêmes sont victimes de tout ça, hein, je suppose. Eux-mêmes ne trouvent pas un vrai accomplissement dans tout ça. Mais bah, tout ça continue d'aller comme une espèce de TGV rapide qui va droit contre le mur de l'effondrement. Et le mur, en plus, on l'a atteint. Et ayant atteint le mur, dans ce mur qui atteint, on se trouve encore des raisons. On se trouve encore des raisons. Bah, il y a le Covid, il y a l'Ukraine, etc., etc. Et puis on maintient les gens dans une espèce de machinerie de folie, quoi, en fait, hein. C'est les Shadocks, on continue à pomper, on continue à tourner le truc, et puis bah, ça va bien. Et en fait, bah, euh, si, il y a quand même une représentation, la représentation de ceux qui gouvernent et la représentation des riches, qui est une représentation où, dans tout ce bordel qu'on organise, c'est un bordel organisé, on capte les richesses et on capte les privilèges. Et donc, on se retrouve face à des mécanismes où on a une grande partie de la population qui vote à droite, puisque le système est fait pour faire voter les gens à droite, parce que bah, on a des mécanismes de pensée, parce qu'on a des mécanismes de mépris. Encore une fois, je reviens là-dessus. Tout ce que vous entendez dans la société, dès que quelqu'un commence à râler un peu sur les autres, sur d'autres personnes, sur des plus pauvres, sur des plus faibles, et ben, ce sont des mécanismes de mépris, des mécanismes de la droite. Voilà, c'est la bonne école. On a appris ça aux gens, et les gens ben, répètent comme des perroquets pas mal de choses. Alors, bon, moi je me suis exprimé sur le sujet justement par rapport aux élections. Je fais un parallèle avec la LFI, avec l'Avenir en commun, avec Mélenchon. C'est pareil, hein, moi j'étais un petit peu timide quand je suis rentré dans cette campagne en 2022. C'était sur un petit peu
quelque part un mépris qui m'avait gagné moi aussi sur la LFI, Mélenchon, etc. Oui, mais Mélenchon, tu comprends, etc. Bon, moi, Mélenchon, personnellement, je m'en fous du bonhomme. Mais réellement, hein, je m'en fous. Je le trouve pas. Il a du bagou, certainement, sur pas mal de choses. Et quelque part, il comprend le monde politique tel qu'il parle aujourd'hui. Et ça, c'est son avantage. Donc, il sait s'en servir et il sait s'imposer dans un débat. Mais grosso modo, ce qu'il a à dire, mais sans doute beaucoup plus profond dans le manifeste de l'avenir en commun, etc., etc. Je le renie pas, ça nomme très bien. Mais après, c'est pas la personne qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et c'est peut-être lui qui en est à l'origine, c'est la plateforme citoyenne. C'est le fait qu'il propose que ça soit une collégiale, c'est-à-dire une assemblée constituante qui dirige le pays, c'est-à-dire un groupe de gens et pas des ministres et pas un truc très rigide et qui en plus est poreux par rapport à l'intérêt des riches, mais non, que ça soit vraiment le peuple qui dirige et qui soit représenté et que ça soit plus le même système tel qu'on le voit aujourd'hui, un système représentatif mais qui ne représente rien en fin de compte. Et donc voilà, tout l'avantage de l'avenir en commun. Et donc c'était juste un parallèle pour dire que bah, je les soutiens maintenant, mais que effectivement bah, l'effet de la rumeur, des gens qui se répètent des choses, font passer des choses les uns vers les autres, et puis peu importe si c'est vrai, ça devient un peu une espèce de litanie qu'on aime à se répéter, des petites chansons qu'on aime à se répéter, des gens qu'on aime à diaboliser comme ça, et qui pourtant sont des gens qui se battent. Hein. Je veux dire, moi, le projet de la LFI et ce qui est devenu l'avenir en commun est un projet qui est formidable. Moi, j'ai rien à dire moi là-dessus. On a des gens qui se battent, on a des gens qui viennent de la société civile et qui sont des anciens syndiqués ou des gens qui ont été dans les manifestations, etc. Donc, des gens qui portent beaucoup de mérite, ce sont des gens qui osent être à contre-courant. Hein. Parce que le contre-courant, c'est quoi? C'est la société de la réussite, mais la réussite, c'est un piège à con. Hein. Il n'y en a que quelques-uns qui réussissent et tous les autres qui sont en train de baver. Il n'y en a que quelques-uns qui réussissent et tous les autres sont en train de baver sur ceux qui réussissent en écrasant les plus pauvres et en arrêtant pas de répéter tous ces discours sur ceux qui profitent et ceux qui bossent vraiment, etc., etc. Mais c'est des discours à la con. Et puis tous ces gens-là, je suis sûr qu'ils pourraient être beaucoup plus intelligents et savoir s'extraire de ces trucs, de ces postures robotiques. Et d'ailleurs, ouais, voilà, moi je suis quelqu'un, franchement, les gens, je pense qu'ils ont beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Mais on les a réduits à rien. On les a réduits vraiment à rien. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et dans ces pays-là, des pays pauvres, et dans ces pays-là, j'ai vu beaucoup d'intelligence. Et de gens qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, d'autres qui en ont fait. Hein. Le niveau des études, en réalité, n'est pas les mêmes dans les pays en développement. Est beaucoup plus élevé, beaucoup plus conscient. On sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et effectivement, ben, euh, ouais, j'ai vu beaucoup d'intelligence chez les gens. Il y a pas besoin d'avoir de la culture pour avoir de l'intelligence. Il y a besoin de pouvoir être peut-être coupé de ces mécanismes de reproduction d'une pensée bête. Et cette reproduction de la pensée bête, elle touche tous les niveaux de la société. Elle touche pas que les gens qui sont pauvres, elle touche pas que les gens qui ont pas de bac, elle touche pas que des gens... voilà, elle touche tout le monde parce qu'à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la société, on voit cette reproduction du bête, du discours. C'est cette... ouais, ces mécanismes où on voit que finalement, les gens ne pensent plus par eux-mêmes et attendent que d'autres pensent pour eux. C'est pas, ouais, ils attendent ou tout simplement, ils mâchent en fait des choses qu'ils entendent et qu'ils reproduisent, etc., etc. Et alors que je pense que dans la formation de la pensée et dans ce que j'ai pu observer justement dans d'autres pays et puis même historiquement, je pense que dans la formation de la pensée, être bien sûr qu'on est tous en interdépendance et qu'on se construit avec ce que nous apporte la famille, avec ce que nous apporte l'entourage, les rencontres qu'on fait dans la vie. Mais après, c'est cette capacité à dépasser tout ça pour pouvoir être soi-même quelque chose qui rayonne, quelque chose qui a quelque chose à proposer d'original aux gens. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas des gens qui ont des choses originales à proposer aux gens au niveau de la pensée. On a des gens qui reproduisent des courants de pensée et puis des mécanismes. Et ça, c'est tout sauf intéressant, c'est pas très intéressant. Et on voit que c'est le système
le système socio-économique qui a créé ce genre de mécanisme et que précisément je compare à d'autres pays et d'autres de personnes qui sont coupées du phénomène médiatique. Et oui, ça existe encore beaucoup dans le reste du monde pauvre, des gens qui n'ont pas accès à Internet, des gens qui n'ont pas accès à des téléphones portables. Et puis bon, moi, ces gens-là, je les ai surtout rencontrés dans les années 2000 et dans les années 90. Donc bon, effectivement, voilà, il y avait pas tout ça. Et donc on voyait qu'effectivement, la pensée était radicalement différente de ce qu'on pouvait trouver ici. Donc voilà, pourquoi la gauche? Bah, parce que la gauche représente encore ces valeurs-là. Alors moi je vous dirais quand on aura une société qui sera devenue harmonieuse, on s'en foutra de la gauche. Moi, personnellement, je m'en fous de la gauche, hein. Pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont des valeurs rationnelles. C'est-à-dire avoir une société qui réfléchit ce qu'il y a comme ressources dans son environnement. Comment est-ce qu'on les transforme et comment est-ce qu'on les rend et comment est-ce qu'on les distribue à la population d'une manière équitable. Alors après que ça se fasse dans une espèce de libéralisme social, démocratie participative, système d'organisation anarchiste, il faut revaloriser ce mot, hein, c'est un système politique avec un système de représentation par la base, un système de discussion par la base, un système de réflexion par la base et une organisation fédérative. Voilà, c'est ça la base donc, à lire Proudhon et l'anarchisme. Voilà, c'est un système d'organisation qui devrait être le nôtre et qui en réalité influence beaucoup les paroles de nos politiciens, puisqu'ils parlent beaucoup de système, ils parlent jamais de l'anarchisme, mais ils parlent de système, de démocratie participative, d'écouter ce que les citoyens ont à dire, etc. Et puis essayent, au travers des différentes lois sur la décentralisation, la loi NOTRe, etc., de faire croire qu'ils donnent les capacités d'expression aux populations locales pour construire, donc on a cette logique de construction de projets locaux. En réalité, bon, tout ça, si j'ai l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo, c'est aussi un autre piège à con. En réalité, on a plus transformé les territoires locaux et les collectivités en techniciens de projet avec des façons de faire, mais pas quelque chose qui réponde véritablement aux besoins du peuple, parce qu'on aurait écouté les besoins du peuple, et puis les besoins du peuple, les besoins des écosystèmes, et les besoins de ce que les peuples ont créé au cours du temps, c'est-à-dire les territoires, ce sont ce qu'on appelle des anthroposystèmes. C'est une construction, est-ce que ça a toujours été en harmonie? Pas forcément, mais c'est une construction entre les ressources, les écosystèmes, le système minéral, les pierres, les métaux, etc. Et les sociétés humaines, et ce qu'elles en font, et tout ça, c'est ces anthroposystèmes qui ont plus ou moins été équilibrés au cours du temps, qui sont totalement déséquilibrés aujourd'hui. Et donc tout ça a une légitimité à être déjà qui est un patrimoine, à être considéré comme un patrimoine, parce que les êtres humains ont réussi à construire des choses qui sont formidables, à transformer des choses de l'environnement, à les aménager et qui sont formidables et qui donc méritent d'être considérés comme un patrimoine et comme réservoir de savoir-faire pour le futur, parce que dans le futur, voilà, nous on a construit notre société sur une abondance énergétique. Dans le futur, nous n'aurons plus d'abondance énergétique, à moins qu'on découvre une énergie miracle, mais elle n'est pas là, elle n'est pas près d'arriver. Et donc du coup, faire croire aux gens qu'il y aura bientôt une énergie miracle qui va arriver, c'est aussi leur mentir. Et donc dans le passé, on a toutes sortes d'exemples à aller creuser pour aménager durablement les espaces et qu'on peut combiner avec les évolutions technologiques, low-tech notamment, qui peuvent qui combinés avec les aménagements du passé, les aménagements mécaniques des espaces et du sol, notamment les aménagements hydrauliques, etc. Et puis les éoliennes, mais les moulins à vent, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses et qu'on peut combiner avec la recherche et les nouvelles avancées de la recherche qui se baseraient justement sur des forces mécaniques et qui se baseraient sur l'aménagement de l'espace et puis qui se baserait surtout sur une réduction, une faible consommation énergétique pour nous fournir une société qui pourrait nous maintenir dans un niveau de vie très décent et très confortable et en nous faisant travailler pas forcément énormément. Mais tout ça, c'est à réfléchir, mais on a fait tout sauf de réfléchir à ce qui devrait être réfléchi. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je qualifie cette civilisation de la civilisation la plus bête
de l'histoire, parce qu'elle avait cette capacité de pouvoir garantir de la nourriture pour tous, elle a cette capacité de pouvoir aménager de manière équilibrée l'espace, de pouvoir tirer le meilleur profit des avancées technologiques pour réduire la consommation énergétique, pour produire une nourriture de qualité pour la population. Mais elle a fait exactement le contraire. Elle a transformé ça en quelque chose de synthétique, de chimique, de contre-productif au final, où il fallait toujours rectifier les équilibres qu'on crée par de nouvelles choses qui créent de nouveaux déséquilibres. Et du coup, ouais, la société la plus bête de tous les temps qui se retrouve en train de se noyer dans sa merde. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Donc là, je vais vous en parler parce qu'on est en pleine campagne. Mais encore une fois, je vous invite à voter pour l'avenir en commun parce que c'est vraiment la liste qui ressemble le plus à ce qu'on devrait mettre en place, c'est-à-dire la transition sociale et écologique. Euh, Bien que ça soit pas parfait, évidemment, il y a énormément de choses à dire sur l'avenir en commun, mais c'est le parti qui, à l'heure actuelle, est le plus à même de pouvoir accéder au pouvoir et de pouvoir bah, transformer la société, changer de constitution et puis mettre en œuvre des mécanismes qui vont permettre euh, de créer localement, de créer les projets dont les populations ont besoin et puis que les dispositifs accompagnent toute cette capacité de création de projets. Donc voilà, alors évidemment, j'invite à voter pour l'avenir en commun. Et puis, après, quand les élections seront passées, moi, la politique, personnellement, c'est pas mon dada. Et moi, j'encourage vraiment, parce que si l'avenir en commun n'est pas arrivé, on va se taper vraiment 5 années catastrophiques. 5 années, on sera au bout du rouleau. Là, on a vécu des choses, et c'est ça qui, moi, me fait peur pour moi et pour vous, c'est on est déjà au bout du rouleau, au bout de 5 ans. On est au bout du rouleau, et les gens ne se sont pas mobilisés pour aller voter. Dans 5 ans, voilà. Dans 5 ans, je ne serai même pas terrible. Pour moi, c'est terrible. Donc, mobilisez-vous pour aller voter. Et puis, évidemment, mobilisez-vous pour aller voter pour la gauche de manière générale. C'est la LFI qui est en tête, donc ce qui est logique. Après, d'autres vont vous vendre leur beurre en vous disant ouais, ouais, mais c'est pas logique, nous, il faut qu'on prépare dans 5 ans, 2027. Non, on s'en fout de 2027. On est là, dans l'instant présent, en train d'essayer d'éviter une catastrophe. Et les autres sont totalement irresponsables dans ce qu'ils font, hein, d'ailleurs. Hein, et c'est bien d'ailleurs ça, le problème de la logique de parti. Moi, et c'est pour ça que je soutiens l'avenir en commun, c'est que la logique de parti, elle est amenée à disparaître. C'est peut-être ça qui dérange les autres, elle est amenée à disparaître. Les partis n'ont plus vocation à être quelque chose dans un nouveau système. C'est le peuple qui décide en fonction des enjeux, en fonction des urgences, en fonction de ses intérêts. Mais la logique des partis, ça, c'était vraiment une expression du monde des riches qui s'est maintenu encore jusqu'à aujourd'hui et qui a fait maintenir des privilèges au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce qui est quelque chose d'insensé, c'est-à-dire une droite à 85%, mais c'est-à-dire le peuple qui lui représente 90%, contre qu'il élit euh, des représentants à 80%, c'est-à-dire la droite, qui ne va pas représenter ses intérêts et qui va saboter constamment ses intérêts. Et on a des syndicats qui, eux, ou des militants sur le terrain qui, eux, n'auront de cesse depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans de se battre pour l'intérêt du peuple. Mais quel est l'intérêt de tout ce cinéma? À un moment donné, il faut vraiment arrêter. Et il faut vraiment arrêter parce que, d'une part, aujourd'hui, c'est le climat, c'est la planète qui nous a mis une claque et qui nous a dit il faut arrêter, il faut arrêter. Et sinon, de toute façon, il est en train de nous mettre un vent.
Il va abattre les sociétés humaines telles qu'elles sont à l'heure actuelle. On va être vraiment dans un bordel parce que ça ne sera pas maîtrisé. On n'aura rien maîtrisé. Regardez Arthur Keller, regardez Jean Covici, même s'il y a des choses qui sont critiquables sur ce qu'il dit, qui vous parle d'effondrement et qui vous parle de scénarios d'effondrement. Dans Arthur Keller, notamment, son scénario, c'est 4 scénarios d'effondrement. Il nous dit qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est maîtriser l'effondrement. Mais si on ne maîtrise pas l'effondrement, c'est-à-dire maîtriser l'effondrement, aménager de manière à sauver ce qui peut être sauvé. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas ça, les pires scénarios, à la Mad Max, à la Matrix, à tous ces films dystopiques, sont en train d'arriver. Et là, vous avez une chance exceptionnelle, il ne vous reste que 15 jours, allez voter. Allez voter. Il faut absolument que vous fassiez tomber ce gouvernement. Parce que ce gouvernement est en train c'est une hérésie, c'est une atteinte au peuple, et au peuple au sens large. Moi, personnellement, des nations, je m'en fous. Ce qui compte, c'est d'avoir une gouvernance mondiale et d'avoir des gouvernances locales, de gens qui agissent dans l'intérêt des peuples, localement. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'au-delà de la politique, pour moi, le seul système qui peut marcher, c'est d'avoir des populations locales responsables de leurs intérêts locaux. Ce qui veut dire que les populations locales doivent apprendre à s'organiser localement, entraîner leur collectivité, entraîner les entreprises dans une gestion partagée et commune. Au-delà d'un certain périmètre, alors les populations locales doivent organiser leur territoire, et au-delà d'un certain périmètre, la responsabilité des populations commence à diminuer. Il y a ce qu'on appelle la distance psychologique, parce qu'il sort du voisinage, finalement, on s'en sent plus responsable, et on peut... on y donne moins d'intérêt si les ressources minières je sais pas moi, du Pays Basque n'intéressent personne parce que c'est dans le Pays Basque et que moi je me trouve dans le Gard, dans les Cévennes. Et donc voilà, on peut continuer à prélever les ressources minières. Tandis que si chacun est mis face à ses propres responsabilités de ce qu'elle a sur son territoire, qu'elle doit valoriser en premier et utiliser et savoir transformer, comme l'ont fait les populations depuis des milliers d'années, avec en plus à l'heure actuelle du savoir, de la technologie, des capacités d'organisation, de gestion, etc., qui pourraient être formidables, qui ne sont pas formidables parce qu'on les utilise très très mal. Donc, on pourrait aujourd'hui organiser un territoire durable et résilient. Et de toute façon, c'est ce qui devra être fait parce que nous n'aurons plus d'énergie abondante à disposition, sauf l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, il faut encore pouvoir il faut qu'elle se répartisse suffisamment durablement sur le territoire pour pouvoir être efficace. Donc, l'urgence, elle est de pouvoir voter aujourd'hui. Après le vote, si ce n'est pas passé, ça sera la catastrophe. Il va falloir que les populations s'organisent localement pour couper les liens avec le capitalisme. À savoir, organiser la production locale, production, consommation, distribution, et faire réussir ces systèmes-là partout sur la planète. Et là, nous aurons en fait réussi à couper les liens. La solution, elle était là, elle était devant nous. Elle était dans l'organisation locale. On l'a peu présenté, on n'en a pas beaucoup parlé. Ceux qui ont essayé d'en parler n'ont pas eu beaucoup d'écho. De toute façon, on distrait les gens aujourd'hui avec les médias, avec toutes ces choses-là. Donc, évidemment, les urgences, elles sont à plein niveau. Il faut reconscientiser les gens. Il faut qu'ils arrêtent aussi. Il faut qu'ils coupent avec tous ces médias. C'est une horreur. Il faut qu'ils reprennent les relations avec leur voisinage, avec leur famille, pour pouvoir exposer les problèmes, exprimer les besoins sur la table et pour pouvoir les résoudre. Donc, voilà où sont les urgences à l'heure actuelle. Sortez de ces hypnoses. Et les hypnoses, elles sont multiples. C'est le Covid, évidemment, c'est la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, pas parce qu'il ne faudrait pas s'occuper d'une guerre, bien sûr que c'est affreux ce qui est en train de se passer, mais tout ça ne sont que des distractions. C'est l'arène romaine. On fait tuer des bêtes dans l'arène romaine, et puis voilà, nous c'est notre 20h. Voilà, on verse de l'arme, etc. La meilleure manière de résoudre les problèmes entre la Russie, l'Ukraine et ce qui se passe comme bordel dans le monde, c'est de se réorganiser localement, de reprendre en main les enjeux politiques et citoyens. Et croyez-moi que si ça gagne des pays comme la Russie et l'Ukraine, ces pays-là vont arrêter de se faire la guerre parce que tout simplement les gens auront des systèmes économiques décents, des écosystèmes, une éducation qui est décente, une éducation au bonheur et tout ça, après
Voilà, c'est la vie, tu sors de chez toi, tu vis dans un système normal et historiquement, bon, même si on décrit beaucoup le passé et cetera, on le décrit en mal. Je voulais utiliser le verbe décrier en fait, donc je suis pas sûr que vous auriez compris. Mais donc on décrit en mal le passé, mais en réalité le passé avait une certaine stabilité, de vie, des populations et cetera. Parce qu'on n'avait pas toutes ces déformations d'esprit, de mépris des autres, d'accumulation du capital. Bon, il y avait un certain mépris effectivement de classe, etc. Mais peut-être dans certains pays européens, peut-être pas dans d'autres. Il faut arrêter de généraliser aujourd'hui certaines images qu'on a et de les transposer certains passages de l'histoire française à la planète entière, parce que ce n'était pas le cas. Et pour ça, il faudrait passer en revue tous les pays. Donc effectivement, voilà, il y a une urgence à s'organiser localement et à rompre dans cette désorganisation locale, à rompre avec les systèmes de la mondialisation. Et la solution se trouve là. Donc moi j'en parle dans le territoire exemplaire, donc vous pouvez aller voir le site du territoire exemplaire, territoire-exemplaire.wordpress.com, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de vous donner l'adresse exacte. En tout cas, vous avez la page Facebook du territoire exemplaire qui peut vous donner des indications, quelques éléments de compréhension. Le projet du territoire exemplaire est un projet qui est toujours en cours, donc je vous invite à me soutenir, je vous invite à me donner un coup de main aussi. J'aurai besoin de coups de main à plein niveau, vous le verrez sur le site internet du territoire exemplaire, hein. Tout ce qui peut m'aider à contribuer à diffuser le message du territoire exemplaire, à obtenir des fonds pour réaliser le territoire exemplaire, pour pouvoir me permettre aussi de continuer mes recherches sur le territoire exemplaire. À côté du territoire exemplaire, moi je mène des recherches. Le sujet s'appelle la micro-territorialisation des sociétés, c'est-à-dire la capacité des sociétés, des peuples, des groupes locaux, qu'ont ces groupes locaux à pouvoir justement construire des solutions pour résoudre les défis globaux, les défis sociaux, environnementaux et économiques. Et comment est-ce qu'ils y réussissent? En fait, moi, j'étudie tout ça. Il y a plusieurs degrés de réussite, différentes expériences qui sont menées au travers de la planète et qui peuvent être critiquables, bien évidemment, mais surtout, au-delà de la critique, parce que moi, les gens qui critiquent pour rien me gonflent énormément, surtout au-delà de la critique, c'est pouvoir trouver des éléments de construction, des éléments de compréhension pour pouvoir passer au concret direct et voilà, et dire, bon, ben voilà, dans tel cas, dans telle situation, quand c'est la montagne, quand c'est la plaine, etc., et ben voilà comment il faudrait, voilà ce qu'on vous donne comme possibilité, et puis voilà, quels sont les moyens aussi pour que les gens discutent ensemble de manière efficace quand on parle de construction de projets locaux et leur faire passer des éléments de contexte à la décision, qui comprennent qu'est-ce qu'est leur territoire, quels sont les intérêts de leur territoire, quelles sont leurs ressources, pour que les populations prennent des décisions. Parce que c'est un petit peu tout l'intérêt, c'est que on vienne pas avec des projets clés en main, mais on leur donne les éléments de compréhension du territoire. Et puis des enjeux socio-économiques, environnementaux, etc. Et pour arriver à une société équilibrée, on n'aura jamais rien de parfait, c'est évident, mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est l'horreur. C'est l'horreur dans les esprits, c'est avoir fait croire aux gens des pays riches que c'était ça le bonheur, alors que c'est pas ça le bonheur. Les gens des pays riches souffrent de mal-être, de chercher toujours à blâmer les uns les autres, etc. Mais c'est un enfer mental dans les pays riches. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ouais, voilà, il vaut mieux être pauvre. Non, c'est faux, vaut mieux pas être pauvre. C'est totalement indigne d'être pauvre. Il n'y a pas de bonheur réel chez les pays pauvres. Il y a un bonheur psychologique, certainement, hein. Il y a plus de tranquillité psychologique, c'est ça qu'il faut voir. Plus de naïveté quand les enfants jouent, quand les gens se parlent, quand les gens. Ouais, oui, alors qu'on diabolise beaucoup des pays en développement, etc. Il faut aller les voir. Les gens sont d'une simplicité. C'est le cœur qui parle quand il parle. Alors après, bien évidemment, comme partout, c'est les sociétés humaines, hein. Il y a des faux semblants, il y a des hypocrisies, il y a des machins, machins, machins. Mais globalement, c'est quand même relax. Beaucoup plus. Beaucoup plus sain dans les relations. Donc, et tout ça est à notre portée parce qu'on a vécu, parce qu'on a vécu dans le passé, parce qu'on a tous été à un moment donné dans des rapports plus simples de société. Donc voilà, voilà ce à quoi je vous invite. À très bientôt. Et puis bon courage et puis bonne lutte à tous et bonne lutte et bonne construction, je vous dirais.